J'étais assise dans cette salle d'audience froide, les mains moites agrippant le sac sur mes genoux, quand j'ai entendu mon propre fils dire au juge que je méritais de souffrir. Les mots sont sortis de sa bouche comme s'ils étaient la chose la plus naturelle au monde. Mon cœur s'est arrêté pendant 1 seconde, puis il a commencé à frapper si fort que j'ai pensé que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Le juge l'a regardé, puis m'a regardé. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut revenir quelques années en arrière. Je m'appelle Mariama. J'ai 63 ans et j'ai passé toute ma vie à construire quelque chose à laisser à mes enfants. Je suis arrivée en France, jeune homme, venant du Mali, avec une petite valise et beaucoup d'espoir. J'ai occupé 3 emplois en même temps pendant des années. Tôt le matin, ils nettoyaient les bureaux. L'après-midi, ils occupaient des personnes âgées et la nuit, ils nettoyaient les restaurants. Ils dormaient 4 heures par nuit s'il avait de la chance. Tout cela pour donner une vie meilleure à mes 2 fils, Thierry et Fatoumata. Quand mon mari est mort, ils étaient encore petits. Thierry n'avait que 8 ans, Fatoumata 6. Je me suis retrouvée seule avec 2 enfants, des factures à payer et aucun réseau de soutien, mais je n'ai jamais rien manqué. Ils étudiaient dans de bonnes écoles, avaient des vêtements décents, de la nourriture sur la table tous les jours. J'ai économisé chaque centime que j'ai pu pour acheter un petit appartement à Montreuil. C'était serré, mais c'était le nôtre. Thierry a toujours été différent de sa sœur. Fatoumata était affectueuse, m'aidait à la maison, me demandait comment s'était passée ma journée. Thierry, en revanche, a commencé à changer lorsqu'il est entré dans l'adolescence. Il devint distant, irrité. Je pensais que c'était une question d'âge, que ça passerait. Mais il n'a pas été adopté. À l'âge de 18 ans, il rencontre Christelle. Une belle fille, mais avec une façon de me regarder qui me mettait mal à l'aise. Comme si j'étais un problème à résoudre. Quand Thierry m'a annoncé qu'il allait se marier, j'ai essayé d'être heureuse. J'ai vraiment essayé. Mais quelque chose dans ma poitrine se resserrait à chaque fois que Christelle entrait chez moi. Elle ne m'a jamais salué correctement, ne m'a jamais remercié quand je préparais à manger, ne m'a jamais souri. Thierry a commencé à jouir moins. D'abord, il s'agissait de visites hebdomadaires, puis bi-hebdomadaires, puis 1 fois par mois. Toujours avec des excuses. Le travail, les engagements, la fatigue. Un jour, il s'est présenté avec Christelle et m'a demandé de signer des papiers. J'ai dit que c'était pour faciliter les choses à l'avenir, afin de ne pas avoir à me soucier de la bureaucratie quand je serai plus âgé. J'ai fait confiance à mon fils. Il était avocat, il comprenait ces choses. J'ai signé sans l'avoir lu correctement. Ma plus grande erreur. Des semaines plus tard, j'ai découvert que je lui avais transféré la propriété de mon appartement. Quand je l'ai interrogé, Thierry s'est fâché. Il m'a dit que je devenais oublieux, que c'était mieux ainsi, qu'il s'occuperait de tout. Christelle était à côté de lui, avec ce regard glacial. Mon estomac se retournait, mais je ne savais pas quoi faire. C'était mon fils. Je devais lui faire confiance. Les choses ont rapidement empiré. Thierry a commencé à parler de la vente de l'appartement. Il m'a dit que c'était trop grand pour moi, que je devrais aller dans un endroit plus petit et moins cher. J'ai refusé. Cet appartement était tout ce que j'avais construit. Chaque carreau, chaque mur, chaque mètre carré représentait des années de travail acharné. Il n'allait pas se contenter de livrer. C'est à ce moment-là que Christelle a commencé à apparaître davantage. Je suis entrée dans l'appartement sans frapper, j'ai déplacé mes affaires, j'ai fait des commentaires sur le fait que la décoration était démodée. Un après-midi, elle est arrivée avec un agent immobilier. J'étais dans la pièce et ils sont entrés comme si je n'existais pas. L'homme a commencé à prendre des photos, à prendre des notes. Je me suis levée et j'ai dit que je n'allais pas partir de là. Christelle éclate de rire. Un rire court et sec qui m'a fait me sentir petite. Thierry m'a appelée ce soir-là en hurlant. Il m'a dit que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi, qu'ils avaient besoin d'argent pour commencer leur vie. J'ai essayé d'expliquer que c'était ma maison, que je n'avais nulle part où aller. Il m'a raccroché au nez. Je suis restée assise dans le noir pendant des heures, tenant le téléphone, pleurant. Fatoumata a été à mes côtés dès le début. Elle vivait à Lyon, mais venait me rendre visite dès qu'elle le pouvait. C'est elle qui m'a convaincue de chercher un avocat. Il a dit que ce n'était pas bien, que j'avais des droits. J'avais peur de poursuivre mon propre fils, mais je n'avais pas le choix. C'était ma maison ou la rue. L'avocat, un nommé Laurent, regarda les papiers et secoua la tête. Il a dit que cela avait été fait d'une manière douteuse, qu'il y avait des indices de coercition. Il a ouvert une procédure d'annulation du transfert.
Thierry a reçu la notification et était furieux. Il est apparu à ma porte en hurlant, en disant que j'allais le regretter, qu'il détruisait la famille. Christelle se tenait derrière lui, les bras croisés, un sourire satisfait sur le visage. Pendant les mois qui ont précédé le procès, Thierry a répandu des mensonges à mon sujet. J'ai dit aux voisins que j'étais sénile, que je ne pouvais plus prendre soin de moi. Certains l'ont cru. J'ai commencé à recevoir des regards étranges au marché, à la boulangerie. Une fois, le propriétaire de la pharmacie m'a demandé si je prenais correctement mes médicaments. Je n'ai pas pris de médicaments, mais elle avait appris de mon propre fils que j'étais malade. La pression était énorme. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, la poitrine serrée, incapable de respirer. J'ai perdu du poids, j'ai perdu l'appétit. Fatoumata m'appelait tous les jours, essayant de me remonter le moral, mais c'était difficile. Mon fils, que je portais dans mes bras, que je nourrissais, que je protégeais, me traitait comme si je n'étais rien. Quand le jour du jugement est arrivé, j'étais épuisée. Je n'avais pas bien dormi depuis 2 semaines. Je suis entrée dans la salle d'audience en tremblant. Thierry et Christelle étaient déjà là, assis de l'autre côté de la pièce. Il ne m'a même pas regardée. Christelle le fait, ce regard froid et calculateur. Le juge était un homme plus âgé, aux cheveux gris, au visage fatigué mais attentif. Laurent présente l'affaire. Il m'a montré les documents, m'a expliqué comment j'avais été trompée, comment mon fils avait profité de ma confiance. L'avocat de Thierry essayait de faire valoir que j'avais signé de mon plein gré, que j'étais au courant de tout. Mensonge. Je ne savais rien. Puis ce fut au tour de Thierry de prendre la parole. Il se leva, ajusta le costume coûteux qu'il portait et se mit en route. Il m'a dit que j'étais toujours difficile, qu'il n'était jamais facile de s'occuper de moi, que j'étais contrôlante, manipulatrice. Cela a créé un drame pour tout. Mon sang s'est glacé. Chaque mot était un coup de poignard. Mais le pire était encore à venir. Son avocat m'a demandé si Thierry pensait que je méritais de garder l'appartement. Il a regardé l'arbitre droit dans les yeux et a dit, d'une voix calme et froide, que je méritais de souffrir un peu. Cela l'avait fait souffrir toute sa vie de mes exigences, de ma présence suffocante, qu'il était temps pour moi de comprendre ce que c'était que d'être retrouvé sans rien. Le silence dans la pièce était absolu. Je ne pouvais pas respirer. Mon propre fils avait dit, devant un juge, des avocats, des inconnus, que je méritais de souffrir. Les larmes coulaient sur mon visage, sans que je puisse les contrôler. Fatoumata, qui était assise derrière moi, a poussé un cri étouffé. L'arbitre enleva lentement ses lunettes et regarda Thierry. Le silence continua. Puis il prit la parole, d'une voix basse mais ferme. Il a dit qu'en 30 ans de carrière, il avait vu beaucoup de choses, mais qu'il avait rarement vu un fils montrer un tel mépris pour sa propre mère en public. Il demanda à Thierry s'il était conscient de ce qu'il disait, s'il comprenait la gravité de ses mots. Thierry rougit. Il a essayé de rebrousser chemin, il a dit qu'il était nerveux, que ce n'était pas tout à fait comme ça. Mais le juge a levé la main et lui a dit de se taire. Il a dit qu'il allait faire une pause pour analyser l'affaire attentivement, mais que cette déclaration serait prise très au sérieux, qui ont fait preuve non seulement d'un manque de caractère, mais d'une cruauté délibérée. Nous avons quitté la pièce et je me suis effondrée. Fatoumata m'a serrée dans ses bras pendant que je pleurais. Laurent a dit que cela avait été bon pour notre dossier, que le juge avait clairement été choqué. Mais je ne me souciais pas de l'affaire à ce moment-là. Je pouvais seulement penser que mon fils me détestait, que tout ce que j'avais fait pour lui ne signifiait rien. Nous sommes retournés dans le salon 1 heure plus tard. Le juge était déjà là, avec une pile de papier devant lui. Il a commencé à parler de la loi, du transfert de propriété, de la coercition. Elle m'a dit qu'il était clair que je n'avais pas compris ce que je signais, que j'avais été manipulée, que le transfert serait annulé. L'appartement reviendrait à mon nom, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a regardé Thierry et a dit qu'il faisait rarement des commentaires personnels, mais que cette affaire le méritait. Il a dit que Thierry avait fait preuve d'une ingratitude choquante, qu'il avait profité de la confiance d'une mère qui avait visiblement tout sacrifié pour lui. Que ses paroles sur le fait que je méritais de souffrir ont révélé un caractère profondément troublé. Thierry a essayé de parler, mais l'arbitre lui a ordonné de se taire. Il a dit qu'il allait ordonner une enquête sur d'autres fraudes possibles, qu'il allait vérifier si j'avais été contraint d'une autre manière. Que des cas comme celui-là, d'abus financiers sur les personnes âgées, soient pris très au sérieux en France. Christelle pâlit. Quand nous sommes sortis du tribunal, Thierry est venu me chercher. Il a essayé de s'excuser, a dit qu'il avait parlé dans le feu de l'action.
Mais je ne voulais pas écouter. Fatoumata s'est interposée entre nous et lui a dit de ne pas s'approcher, qu'il avait fait choix et qu'il devait maintenant vivre avec. Nous sommes partis et l'avons laissé là, debout sur le trottoir, avec Christelle lui tirant le bras. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. L'appartement est officiellement redevenu à mon nom. Laurent a découvert que Thierry avait tenté de contracter un prêt en utilisant le bien comme garantie. Mais le transfert avait été bloqué à temps. Lui et Christelle avaient d'énormes dettes et avaient prévu de vendre mon appartement pour tout couvrir. J'étais juste un obstacle pour eux. Thierry a essayé de le contacter à plusieurs reprises. Il a envoyé des messages disant que nous avions besoin de parler, qu'il pouvait s'expliquer. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien qu'il puisse dire qui effacerait ces mots. Que je méritais de souffrir. Comment une mère peut-elle oublier cela? Fatoumata a passé quelques semaines avec moi. Nous avons nettoyé l'appartement ensemble, changé les serrures, mis des fleurs fraîches dans chaque pièce. C'était comme si je recommençais. Elle m'a convaincue d'aller en thérapie. Au début, j'ai résisté, mais cela s'est avéré être bon. La thérapeute, une femme nommée Sylvie, m'a aidé à comprendre que je n'avais rien fait de mal, qu'elle avait été une bonne mère, que les choix de Thierry étaient les siens, pas les miens. J'ai commencé à sortir davantage, à rencontrer des gens. J'ai rejoint un groupe de broderie au centre communautaire. Je me suis fait des amis. Des femmes de mon âge qui avaient vécu des choses similaires. L'une d'elles, Mariama, avait été volée par sa propre fille. Une autre, Khadija, avait été placée dans un asile contre son gré par ses enfants qui voulaient vendre sa maison. Nous n'étions pas seuls. 1 an après le procès, j'ai reçu une lettre de Thierry. C'était long, plein d'excuses, disant qu'il s'était égaré, que Christelle avait eu une mauvaise influence, qu'il voulait reconstruire notre relation. J'ai lu toute la lettre et je l'ai gardée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je serai capable de pardonner. Mais ce n'est pas encore ce jour-là. La douleur est encore très fraîche. Ces mots résonnent encore dans ma tête les nuits où je n'arrive pas à dormir. Fatoumata vient me rendre visite 1 fois par mois. Parfois, j'amène les petits-enfants, 2 beaux enfants, qui remplissent mon appartement de bruit et de rire. Ils ne s'aventrient de ce qui s'est passé. Ils savent seulement que grand-mère a des bonbons et les laisse regarder des dessins animés jusqu'à tard. C'est tout ce qu'il doit être. J'ai appris quelque chose ces dernières années. J'ai appris que les gens que nous aimons ne nous aimeront pas toujours de la même manière. J'ai appris qu'il est important de faire confiance, mais qu'il est tout aussi important de se protéger. J'ai appris que je ne suis pas obligée d'accepter le manque de respect simplement parce qu'il vient de quelqu'un de la famille. Et j'ai appris qu'il est possible de recommencer, même quand il semble que tout s'est effondré. Mon appartement est toujours là, avec mes affaires, mes souvenirs, ma paix. Je me réveille le matin et je prends un café en regardant par la fenêtre, en regardant la rue se réveiller. C'est une vie simple, mais c'est la mienne. Et personne ne me l'enlèvera à nouveau. Il y avait des jours où je pensais que je n'y arriverais pas, que la douleur était trop grande, que la trahison était trop profonde. Mais le juge de ce tribunal m'a montré qu'il y a encore des gens qui voient le bien et le mal, que je ne suis pas fou de me sentir blessé, que ma douleur est valable. Si vous traversez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il existe des lois pour vous protéger, que peu importe qui est de l'autre côté, vous avez le droit de défendre ce qui vous appartient, et que parfois, les personnes qui souffrent le plus sont celles qui sont les plus proches. Mais cela ne signifie pas que vous devez l'accepter. Vous pouvez vous battre, vous pouvez gagner. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois que ce jour au tribunal, aussi douloureux qu'il ait été, a été le jour où j'ai retrouvé ma dignité. C'était le jour où mon fils a montré qui il était vraiment et le juge a montré qu'il y a encore de la justice dans le monde. C'est le jour où j'ai cessé d'être une victime et où je suis redevenu le propriétaire de ma propre vie. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez-la dans les commentaires. Dites-nous si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a fait. Parfois, le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls nous aide. Et si vous êtes dans cette situation en ce moment, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Cherchez un avocat, parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, ne le laissez pas vous marcher dessus. Vous méritez le respect, vous méritez la dignité, vous méritez la paix. J'ai aussi commencé à fréquenter la mosquée du quartier. Je n'étais pas très religieuse avant, mais je trouvais du réconfort dans les prières, dans la communauté. Les femmes m'ont accueillie sans me poser de questions. L'une d'entre elles, Aïcha, avait une histoire similaire à la mienne.
Son fils avait tenté de l'interner dans une maison de retraite pour obtenir sa pension. Elle s'est battue devant les tribunaux et a gagné. Aujourd'hui, elle vit seule, heureuse, s'occupant du jardin. La voir m'a donné de l'espoir. Le groupe de broderie est devenu ma véritable thérapie. Tous les jeudis, nous nous réunissions, prenions le thé, parlions de tout. Pas seulement sur les mauvaises choses. Nous avons parlé de recettes, de feuilletons, de petits-enfants, de projets. J'ai appris à faire du point de croix avec Mariama. J'ai brodé une nappe entière en 6 mois. Chaque point était une petite victoire. Chaque ligne était un morceau de moi en train de récupérer. Laurent m'a appelé il y a quelques mois. Il a dit que Thierry et Christelle avaient divorcé. Apparemment, elle avait entamé une liaison avec un autre homme, quelqu'un qui avait plus d'argent. Thierry s'est retrouvé seul, avec les dettes toujours sur le dos. Une partie de moi se sentait désolée, mais c'était un tout petit rôle. La plupart d'entre eux se souvenaient qu'il avait dit que je méritais de souffrir. Et cette partie n'a rien ressenti. J'ai commencé à travailler comme bénévole dans une association qui vient en aide aux personnes âgées immigrées. Beaucoup traversent ce que j'ai vécu. Des enfants qui profitent, des familles qui volent, des personnes seules et vulnérables. J'aide à la traduction, je m'accompagne à mes rendez-vous médicaux, je m'explique les droits. C'est gratifiant. Cela me fait me sentir à nouveau utile. Cela me fait sentir que toute cette douleur n'a pas été vaine, que je peux utiliser ce que j'ai appris pour aider les autres. Fatoumata m'a dit que Thierry me demandait. Il veut savoir comment je vais, si je vais bien. Cela compte pour peu, juste pour l'essentiel. Il dit que je vais bien, que je vis ma vie. Il ne m'a plus jamais demandé mon numéro, n'a jamais essayé de se présenter à ma porte. Je pense que vous avez honte ou la peur. Peut-être les deux. Je ne sais pas si j'aurai un jour envie de le voir. Je ne sais pas s'il y aura un jour un moyen de revenir en arrière. Pour l'instant, il n'existe pas. Mon appartement aujourd'hui est plein de plantes. J'ai découvert que j'aimais prendre soin d'eux, les voir grandir. J'ai des violettes africaines à la fenêtre de mon salon, des fougères dans la cuisine, un plant de basilic que j'utilise pour cuisiner. La maison sent bon maintenant. Ça sent la vie, un nouveau départ. J'ai changé les rideaux pour des rideaux plus légers, qui laissaient entrer plus de lumière. J'ai acheté de nouveaux coussins pour le canapé. Ce sont de petits changements, mais ils font une différence. Parfois, je pleure encore. Généralement la nuit, lorsque la maison est trop calme et que les souvenirs reviennent. Je pleure pour le fils que je pensais avoir, pour la relation qui n'existera jamais, pour les années que j'ai perdues à essayer de comprendre où je me suis trompée. Mais la thérapeute Sylvie m'a appris que je ne me trompais pas, que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais, que Thierry ait fait des choix à l'âge adulte, et ces choix ne sont pas de ma faute. Répéter cette opération aide. Je n'y crois pas toujours, mais ça aide. J'ai reçu une lettre anonyme le mois dernier. Elle a dit que j'étais une mère horrible, que j'avais détruit la vie de mon fils, que j'allais mourir seule et abandonnée. J'ai reconnu l'écriture. C'était celui de Christelle. Même après le divorce, elle me blâme toujours. J'ai déchiré la lettre et l'ai jetée à la poubelle. Je ne laisserai pas son poison me frapper à nouveau. J'ai traversé trop de choses pour être ébranlée par des mots écrits avec colère par quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment rencontrée. Ce qui me soutient aujourd'hui, ce sont les petites joies. Petit déjeuner sur le balcon quand il fait beau. Les rires avec les amis brodeurs. Les appels téléphoniques avec Fatoumata. Les câlins des petits-enfants. L'odeur du pain frais de la boulangerie au coin de la rue. Le sentiment d'être allongé dans mon propre lit, dans ma propre chambre, dans ma propre maison, sachant que personne ne peut me l'enlever. Ce sont des choses simples, mais tout est permis.